Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. En Corse, le risque de se faire assassiner est 6 fois plus élevé qu'en Sicile, pourtant berceau du crime organisé. Le 15 novembre 2025, des milliers de personnes manifestaient dans les rues de Bastia et d'Ajaccio en criant « Les mafieux dehors ». Du jamais vu depuis plus de 20 ans. Sur l'île, la lutte contre la mafia est à un tournant de son histoire. Des personnalités politiques commencent enfin à reconnaître ce terme pour qualifier une réalité encore bien présente sur leur sol. L'île est une des régions où le taux de meurtre par habitant est le plus élevé d'Europe. La période est aussi charnière pour les organisations mafieuses qui sont au cœur d'une vaste recomposition selon un rapport des services de renseignement. Une évolution qui se traduit par des infractions au code d'honneur mafieux de plus en plus fréquentes. Le meurtre de Chloé Aldrovandi, une étudiante de 18 ans abattue par erreur en février 2025, ou bien celui d'Alain Orsoni, leader nationaliste assassiné alors qu'il assistait à l'enterrement de sa mère en janvier 2026, ont défrayé la chronique. Alors comment expliquer cette réorganisation du milieu ? Sommes-nous face à un simple sursaut ou bien à un véritable réveil de la société corse ? On en parle avec Jacques Folloroux, journaliste d'investigation au journal Le Monde. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes spécialiste du milieu criminel insulaire que vous suivez pour Le Monde depuis 1998 et vous avez signé de nombreux ouvrages sur le sujet, dont tout récemment Corse, Mafia et Antimafia, la guerre est déclarée, aux éditions Robert Laffont début 2026. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la mafia ? Ça vient d'où historiquement son implantation en Corse ? Alors déjà, il faut bien essayer de sortir d'une vision un peu hollywoodienne de ce que c'est la mafia. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont à l'esprit finalement Don Corleone, la mafia sicilienne, Cosa Nostra, qui est une structure pyramidale avec une coupole, etc. En fait, le mot mafia ne définit pas un mode d'organisation avec une coupole, etc. Le mot mafia, c'est un phénomène criminel organisé qui pèse sur son environnement. C'est ça une mafia. Et c'est pour ça que la mafia sicilienne n'a rien à voir avec la mafia géorgienne, la mafia japonaise, les triades. Et même en Italie, d'ailleurs, vous avez 3 systèmes de criminels organisés, Cosa Nostra, la 'Ndrangheta et la Camorra, qui ne sont pas structurés de la même manière. Et pour la Corse, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui va définir cette mafia corse, c'est avant tout l'existence de bandes criminelles, d'une criminalité suffisamment organisée pour peser sur, finalement, autre chose que les voyous. Pour peser sur la vie politique. C'est-à-dire que les groupes criminels insulaires, depuis le début des années 80, pèsent très lourdement sur la désignation de certains élus et au plus haut niveau. C'est-à-dire que ces bandes criminelles, ces voyous, pèsent suffisamment sur la société, sur ce territoire, pour s'arroger, et prendre une grande partie de la richesse. La richesse publique, via les marchés publics, et la richesse privée, via le racket, visant un certain nombre de commerces. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de mafia. Et c'est important parce que si on ne définit pas correctement cette violence-là, qui pèse sur le quotidien des gens, qui pèse sur un bout du territoire de la République, en fait, on ne réagit pas, on ne répond pas correctement au problème qui est posé. Et en une phrase, ce qui définit vraiment le plus petit dénominateur commun d'une mafia, c'est vraiment le contrôle d'un territoire. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, la Corse, c'est 360 000 personnes, c'est le 15e arrondissement de Paris, c'est un territoire qui n'est pas très très grand. Néanmoins, vous avez des bandes criminelles qui peuvent s'entretuer pour le contrôle d'un micro-territoire. Et ces bandes criminelles, ce ne sont pas que des voyous. Ce sont des gens qui sont, pour la plupart, qui sont totalement insérés socialement, qui ont autant de légitimité que d'autres acteurs de la vie insulaire, que ce soit des élus, et même des fonctionnaires, que ce soit toute personne qui ne sera pas voyou, quoi. Et donc ces gens-là appartiennent. C'est toute la difficulté d'ailleurs de lutter contre la mafia corse. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont à la fois des voyous et en même temps des gens qui sont insérés socialement. Et pour finir, au sein de ces clans criminels qui contrôlent des territoires, vous avez à la fois des repris de justice, mais vous avez également des gens qui ont pignon sur rue, des chefs d'entreprise, des gens qui sont honorablement connus. Et justement, dans votre livre, vous citez Séverin Médori, donc qui est un maire engagé dans la lutte anti-mafia et qui qualifie la Corse de société incestueuse. C'est un mot fort quand même. Alors pourquoi est-ce que la Corse, c'est un territoire qui est particulièrement fertile pour ces organisations ? Je pense que la grande difficulté pour à la fois avoir conscience du problème et de savoir comment y répondre avec efficacité, c'est que, comme l'a dit Séverin Médori, c'est-à-dire qu'en effet, c'est un phénomène incestueux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que ces gens-là sont, comme je l'ai dit juste avant, c'est-à-dire que ce sont à la fois des gens qui vivent au banc de la société, puisqu'ils vivent du racket, ils vivent justement d'une activité illégale, voire criminelle, mais en même temps, ils sont totalement partie prenante de cette société. Les voyous en Corse ne sont pas des marginaux.
Ce sont des gens qui vivent au cœur de cette société-là, qui sont inscrits dans ce tissu social extrêmement étroit, qui appartiennent à ces familles, à ces clans, à ces villages, etc., etc. Donc quand ils parlent de ça, c'est ça. C'est-à-dire que dans les familles, il y a des gens qui ne sont pas des voyous et qui ont un frère, un cousin, un oncle ou un petit cousin qui, lui, sera un assassin, tout ce que vous voulez, etc. Mais il sera pris dans un conflit de loyauté. C'est-à-dire que c'est un parent à qui je dois une forme de loyauté, une forme de solidarité. Et en même temps, c'est quelqu'un qui détruit cette même société, cette même société dans laquelle je vis. C'est là où il y a un problème incestueux, c'est-à-dire que les voyous ont assez habilement ont transformé des données culturelles, géographiques, historiques, qui sont propres à cette société corse, insulaire, très solidaire, avec une culture spécifique, une identité. Ils ont tourné l'identité insulaire à leur profit. C'est pas l'insularité qui définit un mafieux, c'est pas la solidarité d'une micro-société, ça n'est pas l'identité, c'est pas la culture, c'est pas la langue, c'est pas ça. Mais ils ont utilisé ça pour s'abriter et se protéger de la justice et de la police. Et vous-même, donc depuis plus de 20 ans, vous écrivez sur ce milieu. Est-ce que vous avez déjà subi des pressions, des menaces ? Alors, j'exerce mon métier depuis le début en me tenant vraiment strictement très rigoureusement, j'ai envie de dire, à ma fonction de journaliste. Ça n'est pas une affaire personnelle. Je m'efforce d'éviter tout cela. Je n'en fais en aucun cas une affaire personnelle, de même que je n'ai aucune fascination pour le sujet sur lequel je travaille. J'essaie de dire le réel. Quelle est la réalité en Corse de cette violence qui pèse sur le quotidien des gens, qui fait qu'il n'y a aucune concurrence, qui fait que la vie des gens est sous cloche, qu'il existe un climat de terreur, que chacun en Corse sait qu'il y a un pouvoir parallèle et une règle parallèle, une autorité parallèle. Et que si jamais ces gens-là, les Corses, les habitants de cette île, s'affranchissent, tout d'un coup veulent faire des affaires ou s'affranchissent finalement de cette tutelle-là, ils peuvent le payer de leur vie. C'est pour cette raison d'ailleurs que moi, jamais je n'ai dit, et je me permettrai jamais de reprendre les admonestations qui peuvent être faites du continent vis-à-vis de la population corse en disant mais ils disent rien, l'omerta, patata. Je veux dire, la société corse, et certains l'ont payé de leur vie pour le voir, vous pouvez mourir si vous êtes un avocat, si vous êtes un chef d'entreprise, si vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie, etc. Je ne vais pas vous faire la liste, mais il y a beaucoup de gens qui ont payé de leur vie le fait d'avoir dit non, le fait d'avoir refusé de servir, le fait de s'être opposé à ces intérêts-là. Donc voilà, donc moi, à titre personnel, j'essaie de faire mon travail au mieux. Et en effet, vous avez noté que ça faisait plus de 2 décennies que je travaillais sur le sujet. Voilà, moi, mon travail, il s'arrête au moment où mes articles sont publiés, où mes livres paraissent. Après, c'est sur la scène publique, c'est dans le débat public. Les gens, ils s'en saisissent ou s'en saisissent pas. Mais je ne souffre pas de problèmes d'ego encore là-dessus, quoi. Et donc, pour revenir un petit peu à l'actualité, le CIRASCO, donc Service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée, a alerté sur le fait que la mafia corse est au cœur d'une vaste recomposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les changements structurels qui la traversent en ce moment ? Disons schématiquement, mais de façon tout à fait qui correspond à l'histoire, à la réalité. On va dire que sur la période contemporaine, partons du début des années 80, fin des années 70, début des années 80, du début des années 80 jusqu'au milieu des années 2000, jusqu'à, on va dire, 2006-2009, la Corse était vraiment coupée en deux avec 2 sphères criminelles ultra dominantes. Vous aviez au nord la Brise de Mer, qui fonctionnait un peu comme un conseil d'administration, avec 11 personnes qui, au tout début, avaient lié leur destin et fonctionnaient avec des règles très strictes internes, de mode de fonctionnement d'abord, et donc c'est un parcours criminel qui était assez classique. Ça commençait par des machines à sous, par des braquages, etc. Et ensuite, ils sont passés à un stade beaucoup plus compliqué où ils ont infiltré la société et ils en ont pris, d'une certaine manière, le contrôle, à la fois sur la politique, sur les affaires, mais aussi dans les esprits. C'est-à-dire qu'ils se sont imposés comme un véritable pouvoir en soi. Et dans le sud, vous aviez une autre sphère, derrière une figure tutélaire qui s'appelait Jean-Jérôme Colonna, dit Jean G. Et là, on est sur un fonctionnement beaucoup plus féodal, c'est-à-dire pyramidal, avec une tête, avec un chef de clan, qui est à la fois un homme qui se veut juge de paix, qui est un ancien de la French Connection, qui a fait du trafic de stupes international. À l'époque, la French Connection, c'était le trafic d'héroïne en direction des États-Unis. C'était un pilier donc du milieu corso-marseillais, qui ensuite s'est rapatrié en Corse. Et lui régnait sur tout un territoire via des hommes de main, via des lieutenants, et avec ce statut de chef de clan tout à fait fréquentable,
de pères, de familles, etc. Donc on a eu ça pendant presque début des années 80 jusqu'au milieu des années 2000. Et ensuite, il y a eu une recomposition. Jean G. Colonne a eu des héritiers qu'on a connus sous le nom de la bande du Petit Bar. Et eux, on va dire, de 2006 à 2020, ils ont vraiment dominé tout le bassin ajaccien, mais en grande partie la Corse du Sud. En revanche, dans le Nord, ça s'est morcellisé après l'implosion de la brise de mer, qui aura résisté à toutes les attaques extérieures, mais qui n'aura pas résisté à une guerre fratricide. Et donc là, on est entre 2000, 2008, 2009, jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire, sur toute la partie Nord, on est sur une atomisation un peu du système criminel de Haute-Corse. Et plus globalement, en termes de sociologie criminelle, c'est vrai que ça s'est atomisé. Et il y a un phénomène assez récent au sein de la Corse, c'est-à-dire qu'avant, les bandes criminelles étaient vraiment, totalement distinctes les unes des autres. Et maintenant, vous avez au sein de ces bandes criminelles des hommes de main, des assassins, des racketteurs, etc., qui vont fonctionner comme des prestataires de services pour d'autres bandes. Et ça, c'est un phénomène nouveau parce que ça casse le phénomène de clan. C'est là où certains ont pu utiliser dans quelques affaires le terme de mexicanisation. Donc voilà, aujourd'hui, c'est très si jamais on ne suit pas attentivement, on va dire tous les 6 mois, il faut remettre à jour parce que vous avez des nouvelles alliances, vous avez des nouvelles affaires. Et évidemment que ces gens-là n'agissent pas simplement sur le territoire de la Corse, mais font des allers-retours sur le continent, évidemment beaucoup sur la région marseillaise, ils ont aussi des affaires à l'étranger. Et le paradoxe, et c'est le dernier point de description un peu de la sociologie criminelle corse, c'est que ces jeunes-là, ces jeunes voyous d'aujourd'hui, en fait, ils ne se vivent pas comme, en gros, la génération zéro, quoi. C'est-à-dire qu'ils inscrivent leurs pas, même s'ils n'ont pas fait d'études et qu'ils ont, ils savent qu'ils sont les héritiers d'une histoire qui est déjà ancienne. Et elle ne date pas du début des années 80. Ça remonte en fait au milieu corso-marseillais qui a dominé toute la pègre française, on va dire, de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 70. Et même, jusqu'à des années 30 à aujourd'hui. En fait, et moi, c'est un peu la nouveauté dans ce bouquin-là, c'est que tout d'un coup, j'arrive à avoir une unité entre le Paul Carbone, qui était le premier parrain de l'entre-deux-guerres, qui était originaire de Propriano, et aujourd'hui, un jeune voyou de 24 ans, dont j'ai parcouru en long et en large les procès-verbaux en 2025, qui, lui aussi, est originaire de Propriano, et qui, tout d'un coup, dans ses déclarations à la police, va dire... Non mais attendez, ici, on a toujours été des voyous. À Propriano, il y avait Paul Carbone, maintenant, il y a des gens comme moi... Donc, il y a une unité, il y a une histoire, il y a une espèce d'histoire collective de la voyoucratie corse qui fait une forme de cohérence, quoi. Et autre chose qui est nouveau en ce moment, on l'a dit en introduction, c'est que la population se révolte contre ce que certains appellent le cancer mafieux. Donc, de qui est-ce qu'ils se composent ces mouvements anti-mafia ? Comment est-ce qu'ils se mobilisent ? Je pense que c'est le phénomène le plus important et le plus intéressant de ces dernières années, quand on travaille sur l'emprise mafieuse sur la Corse. C'est-à-dire que, vous avez raison, moi je pense que l'image du cancer colle assez bien avec cette espèce de poison qui se dissémine pas que dans la société, mais aussi dans les esprits. Hein. Il y a un inversement de la hiérarchie de valeurs, c'est un poison terrible. Et pourtant, face à ce cancer, il y a eu, je vais poursuivre la métaphore médicale, sont apparus les anticorps. Et donc, en effet, en 2019, sont nés 2 collectifs anti-mafia. Je peux vous assurer qu'à l'époque, beaucoup de gens, la plupart des gens leur donnaient 3 mois d'existence. Ils ne sont pas nés d'un travail universitaire ou théorique, réfléchi. C'est pas l'aboutissement d'un travail qui aurait duré des mois par une consultation. Non, non. C'est né d'un assassinat dans la région de Cargès-Sagone. Les proches de la victime, la famille et puis les gens de la région, et puis après beaucoup plus largement sur le territoire, se sont investis dans le collectif Massimo Susini, qui est le nom du jeune qui a été assassiné. C'était le premier collectif. Et vous aviez un deuxième collectif qui, lui, est né d'attentats à répétition visant un entrepreneur, le plus gros concessionnaire sur l'île à Ajaccio, Jean-André Minicone, qui, lui aussi, ses malheurs ont suscité un mouvement d'adhésion autour de lui, etc. Et ça a donné lieu à Mafiano Vitae, donc non à la mafia, oui à la vie. Et ces 2 collectifs, de 2019 à aujourd'hui, à 2025, ils se sont structurés. Ils ont structuré finalement, ils ont participé à la structuration de la parole anti-mafia. Parce que tous ces gens-là, ils viennent d'univers très différents. C'est pas du tout les mêmes formations. Il faut apprendre à porter une parole publique. Il faut apprendre à construire un discours. Il faut construire une légitimité, une crédibilité pour pouvoir ensuite s'adresser, être reconnu par les institutions, par la justice, par la préfecture, par l'État, par la presse, par l'opinion publique. Et ça aboutit à 2025, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction. C'est-à-dire qu'il y a eu tout d'un coup, ces 2 collectifs ont porté une première manifestation, un premier défilé
Ajaccio anti-mafia. C'était le seul slogan, ça dénonçait un mafia fort, c'était donc les mafieux, la mafia dehors, et c'était des Corses qui portaient ce message-là, et qui l'adressaient à la collectivité insulaire, aux autres Corses. Et c'était une façon de dire, regardez ce que nous avons enfanté. Alors, il y avait, en termes de nombre par rapport à la population, ça débordait pas dans les rues d'Ajaccio. De même, la manifestation de novembre, vous avez eu à Bastia et Ajaccio, où là se sont joints aussi des syndicats agricoles, dont l'un des responsables a été assassiné. Vous avez eu un certain nombre de personnes. Mais voilà, cette parole, elle existe. Elle a trouvé sa place dans un univers, dans un débat public insulaire qui est quand même très fermé, très verrouillé. Parce que tout le monde est relié à une famille, à des intérêts, à des clans, à une histoire. La volonté individuelle, l'expression individuelle en Corse, c'est pas la même que sur le continent. C'est-à-dire que quand vous êtes en Corse, quand vous prononcez des mots, ils engagent aussi ceux qui sont autour de vous. Vous dépendez autant des gens qui vous entourent que de vous-même, quoi. Et ça pèse aussi sur l'expression publique. Et donc, ces collectifs anti-mafia, entre-temps, ils ont été reçus par la justice. Ce sont des acteurs importants. Alors, ça va mettre du temps. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu que 2025 qui a vu donc l'expression des collectifs anti-mafia dans la rue, mais également la prise de parole des élus, parce que la collectivité territoriale de Corse, l'Assemblée de Corse, a organisé la première session spéciale consacrée justement à l'emprise de la mafia. Alors, ils ont mis du temps, hein. Ils ont mis 6 ans, parce qu'elle a été prévue en 2019, ils l'ont faite en 2025, mais peu importe. Ce sont les représentants légaux, légitimes, qui ont été élus par la Corse. Donc, ils ont traité de ce problème. Ils ont invité l'ancien maire de Palerme, Leoluca Orlando, qui est une figure de l'antimafia. Les élus nationaux, ils ont voté une loi anti-narco qui comprenait des dispositions qui visaient spécifiquement le crime organisé corse. Donc, il y a eu aussi une prise de parole. L'État, le gouvernement, s'est mobilisé, a pris la parole ouvertement en annonçant la création d'une structure judiciaire à Bastia spécifiquement dédiée à la lutte contre le crime organisé, la création du PNACO, le parquet national anti-criminalité organisée, qui commence à engranger des dossiers corses importants. Donc 2025, c'est un éveil, c'est l'éveil, donc on l'a dit, d'une partie de la société civile, des élus, corses et nationaux, de l'État. Après, moi, j'ai tout à fait conscience que ça va prendre énormément de temps. C'est-à-dire que cette violence-là, elle s'est ancrée dans la société, mais c'est pas que depuis 20 ans, c'est depuis des décennies. Donc, moi, voilà, comme journaliste, ce que je m'efforce de faire, c'est, dans un premier temps, d'avoir la connaissance la plus fine de cette sociologie criminelle. C'est quoi la mafia corse? Qui sont les mafieux corses? Et je mets les noms, je mets les faits, je dis qu'est-ce qu'ils font, etc. Mais je ne me contente pas de faire ça. C'est-à-dire que ça, pour moi, il y a une dimension un peu juste de fascination. Ça ne m'intéresse pas juste de raconter des histoires de voyous. En revanche, je veux dire, OK, cette voyoucratie, ce pouvoir parallèle, ce pouvoir criminel parallèle, comment il pèse sur la société qui l'entoure et comment cette société y répond, comment elle réagit. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent quand je suis interrogé par des médias insulaires, où je participe à des conférences même sur l'île. C'est-à-dire que ces voyous, vous citiez Séverin Médor, le maire, ce phénomène incestueux. Souvent, on dit, en effet, il y a des Corses qui vont dire, mais ils sont de chez nous, en fait, c'est les enfants de l'île. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur cette défense de la identitaire, de la corsitude, etc. Mais ce sont ces gens-là, en fait, qui font le plus de mal à la Corse. C'est les voyous qui ont peu à peu détruit le tissu social, qui ont porté atteinte aux valeurs de solidarité, qui sont la répartition des richesses. Il n'y a pas plus violent et capitaliste que des voyous, y compris corse, quoi. Et vous écrivez dans votre livre, s'il suffisait de mettre en prison les voyous pour éradiquer la mafia, la tâche aurait été accomplie depuis longtemps. Il s'agit là de faire reculer les barrières mentales. Alors, quelles mesures est-ce qu'il faudrait mettre en place pour combattre efficacement la mafia? Qu'est-ce que c'est ces barrières mentales? Je pense qu'il y en a une que je me suis attaché d'ailleurs à essayer, cette barrière mentale, à essayer de travailler, de décrire, de définir dans le livre. C'est la première fois que j'arrive à le faire sur autant de chapitres. C'est qu'en fait, on l'a dit, la justice, de certaine manière, elle se mobilise. Le statut de repenti, il a été rénové. La police, la gendarmerie, il y a des moyens qui sont mis en termes d'enquêteurs, etc., etc. Mais ils combattent un phénomène qui, d'une certaine manière, tient sa force davantage des gens qui ne sont pas des voyous et qui les servent que des voyous eux-mêmes et de leur capacité de violence. Or, aujourd'hui, la loi française, elle donne aucun moyen de s'attaquer à tous ces porteurs de serviteurs des criminels, des mafieux, qui peuvent être ici un hôtelier, là un notaire, ailleurs un entrepreneur, il a un élu, etc. Toutes ces petites mains, plus ou moins grandes mains,
qui vont apporter leur concours et qui vont finalement permettre à cette mafia d'exister et de peser comme ça. Il y a aussi tous ces gens qui viennent de l'extérieur. Je consacre un long chapitre au domaine de luxe, de Murtoli, etc., où on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'ailleurs souvent appartiennent aux élites économiques, politiques, médiatiques, artistiques, même du cinéma, qui sont dans une démarche un peu malsaine. C'est-à-dire qu'il y a la fascination. Pour moi, ce sont les idiots utiles du crime organisé. Et pour résumer ça en une phrase, je me contenterai juste de rapporter celle de Nando Dalla Chiesa, qui est le fils d'un ancien général qui avait été envoyé en Sicile, italien, qui avait été envoyé en Sicile pour éradiquer, etc., qui s'était fait connaître pour sa lutte contre les brigades rouges, et là, qui avait été envoyé pour lutter contre la mafia sicilienne, et qui avait été assassiné. Et son fils, qui a été parlementaire, qui est un intellectuel, avait dit, mais en substance, c'était la force de la mafia gît à l'extérieur de la mafia. Et donc là, il reste un pas énorme à faire. Pour ça, les barrières mentales, ce sont celles de tout le monde. Ce sont celles des Corses, ce sont celles de l'État, ce sont celles des parlementaires, ce sont celles des médias, celles du cinéma, celles de la littérature. C'est comment, en fait, la façon dont le regard qu'on aura sur une île, finalement, tant qu'il restera avec cette fascination, cette dimension de folklore, en fait, c'est une façon de servir la soupe à la mafia insulaire. Parce que ça les protège. Ça les protège de la réalité de ce qu'ils font, de la connaissance de quelle est la réalité de cette violence quotidienne qui pèse sur cette île. Et donc, pour moi, ça reste encore aujourd'hui, et plus que jamais, un corps social, une société qui est prise en otage. Et donc, pour contrer toute cette fascination pour la mafia, qu'est-ce qui est mis en place en termes de prévention pour les jeunes générations, par exemple ? Il y a quand même une initiative qui vient d'un des plus hauts représentants de l'État sur la Corse, qui est le recteur, qui a lancé en 2025-2026 tout un programme expérimental pour éduquer à l'antimafia. Ils ont construit un programme, ils ont bâti des équipes pédagogiques pour le diffuser avec l'aide des professeurs. Ça se passe au collège. C'est clairement la construction d'un discours anti-mafia qui touche les générations, qui touche la jeunesse et qui prend la mesure de l'emprise mafieuse, pas simplement dans les affaires de nuit, mais aussi dans les esprits. C'est beaucoup plus grave. Merci beaucoup Jacques Folloroux pour cet éclairage. Je rappelle le titre de votre livre « Corse, mafia et anti-mafia ». La guerre est déclarée, paru en février 2026 aux éditions Robert Laffont. Merci. Merci à vous. L'interview du Monde devant soi est un podcast de Slate.fr. Production éditoriale, Hélène Decomer et Marie Agasson. Présentation, Marie Agasson. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.